Le 20 février 2022 a considérablement changé l'Europe, changé la France aussi. L'attaque, l'invasion de la Russie sur l'Ukraine a poussé l'Europe de l'Ouest à regarder l'Europe centrale et l'Ukraine, à écouter ses habitants, à découvrir aussi leur culture et leur histoire. Il y a un auteur ukrainien qui s'est ainsi retrouvé à nouveau, mais ça faisait bien longtemps, entre les mains des lecteurs français. Un poète du 19e siècle dont l'histoire est romanesque, dont les écrits sont toujours aussi puissants. Ils servent aujourd'hui à l'unité de la nation ukrainienne. Le Book Club s'intéresse ce vendredi à Taras Shevchenko. Comment le traduire? Que racontent ses poèmes? On en parle jusqu'à 13h30 avec nos invités. Et avec Pierre Croze. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. De notre partenaire babelio.com et avec, vous avez l'habitude, la communauté du Book Club. Caucase, un massif montagneux entouré de nuages, tout couvert de chagrin, tout arrosé de sang. Depuis les temps immémoriaux, un aigle y châtie Prométhée. Chaque jour lui frappe les côtes, chaque jour lui brise le cœur. Il le brise mais ne peut boire le sang vivant. Le cœur revit et de nouveau se met à rire. Notre âme ne peut pas mourir, la liberté ne meurt jamais. Même l'insatiable ne peut pas labourer le fond des mers, pas enchaîner l'âme vivante, non plus la parole vivante, diffamer la gloire de Dieu, du Dieu très grand. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. La lecture de Stéphanie, membre du Book Club, donc, de ce poème de Taras Shevchenko. Bonjour Irina Dmitrichine. Bonjour. Vous êtes historienne, traductrice, maître de conférences à l'INALCO et spécialiste de l'Ukraine, bien sûr. Vous avez dirigé le volume 45-46 de la revue Slovo, qui veut dire mot en ukrainien, publié sous le titre Taras Shevchenko, hommage au peuple, au poète ukrainien à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. On le rappelle qu'il est né en mars 1814. Irina Dmitrichine, on lit dans cette revue qu'on ne peut pas séparer la vie de l'œuvre de Taras Shevchenko. Toutes les deux sont intimement liées au destin de sa patrie. C'est d'abord lui qui l'a proclamé en disant que ma vie est une partie de l'histoire de mon peuple. C'est une identification propre à tous les romantiques qui se voient et qui sont vus comme une partie intégrante de leur peuple. Et effectivement, Shevchenko est une figure centrale à la fois de la littérature, mais aussi de l'histoire ukrainienne, et qui est un des marqueurs de l'identité ukrainienne depuis le 19e siècle, et dès son vivant. C'est-à-dire qu'aussi bien lui que ses contemporains en étaient persuadés. Et on va évidemment voir comment il est arrivé jusqu'à nous encore aujourd'hui en 2023 pour parler de sa vie, de son œuvre. On a aussi convié André Markovitz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à distance avec nous, merci beaucoup d'être là. Ah oui. Traducteur passionné, traducteur de toutes les œuvres de fiction de Dostoïevski, de Gogol aussi, et de l'œuvre théâtrale de Tchekhov. Vous êtes un grand connaisseur de la... Évidemment, c'est important de le citer. Vous êtes un grand connaisseur de la culture russe. Vous avez publié aux éditions du Seuil il y a quelques mois un brûlot intitulé « Et si l'Ukraine libérait la Russie ?» tout en présentant pour les éditions Segers « Notre âme ne peut pas mourir » de Taras Shevchenko, le poète et de l'Ukraine. Commençons peut-être par son histoire à lui, André Markovitch. Taras Shevchenko est né en esclavage, dites-vous, en 1814 donc, et sa poésie s'explique, selon vous, par ses origines paysannes. Oh non, c'est pas simplement par ses origines paysannes. En partie. Mais de fait, il est né esclave, et il a été racheté par, en fait... deux grands intellectuels russes racheté, c'est-à-dire on lui a racheté sa liberté à son maître qui était très réticent à le libérer, parce qu'il faut se souvenir que dans l'Empire russe, le servage, donc l'esclavage, était de règle jusqu'en 1861. Et donc c'est Karl Brylov, donc un des grands peintres russes, et Vassili Joukovski, un des plus grands poètes russes, qui se sont en quelque sorte cotisés pour le libérer. Mais Irina Dmitrichine pourrait parler de ça beaucoup mieux que moi. Alors on va lui poser la question, Irina Dmitrichine. On peut lire dans la revue Slovo un texte intitulé « Taras Shevchenko par lui-même ».
où le poète raconte justement sa famille, ses parents qu'il perd très jeune à l'âge de 8 ans, l'écolier qui est réduit en esclavage, et aussi le fait qu'il a voulu être peintre très vite, même s'il a perdu cet espoir, le prix de son rachat, dont vient de parler André Markovitch. À quel moment il commence vraiment à écrire ? Eh bien, il commence à écrire à peu près à cette période pétersbourgeoise, lorsque, esclave de son maître, il est obligé de le suivre dans la capitale. Nous sommes effectivement à l'époque du servage, et c'est son maître, le surprenant, en train de copier donc les œuvres, les peintures, qui décide de l'envoyer donc pour qu'il apprenne la peinture et pour en avoir donc un peintre de cour, en quelque sorte. Et effectivement, Chevtchenko aurait pu avoir une carrière brillante en tant que peintre de l'époque, aisée, facile, etc. Et l'intérêt pour l'écriture vient d'abord, sans doute, il l'a eu déjà dès son enfance, puisqu'il recopiait les poèmes, et il le raconte très bien, il recopiait le grand philosophe ukrainien Skovoroda, et c'est lorsqu'il rencontre la communauté ukrainienne à Saint-Pétersbourg, cette communauté ukrainienne qui était à l'origine de son achat, qui a effectivement fait appel à Brulov, et ensuite il y a eu l'idée de faire le portrait de Joukovski, qui était le précepteur de la famille tsariste. Donc c'est ce contact avec la communauté ukrainienne de Saint-Pétersbourg et les poètes de cet entourage qui l'incitent d'abord à suivre les rencontres hebdomadaires et des discussions autour de la littérature, et où il commence à s'exercer, et on l'encourage à écrire ses poèmes. Et effectivement, son premier recueil, Kobzar, paraît à peu près au même moment où il recouvre la liberté en 1840. Alors, il ne recouvre pas la liberté pendant très longtemps. On est quand même dans un club de lecture. Alors, je propose que vous preniez le livre. On vous a demandé, Irina Dmitrichine, de lire quelques vers en ukrainien. Et on va vous laisser faire, donc. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими, і неоплаканий своїми в неволі плачучи умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Que je vive en Ukraine ou non, après tout ça m'est bien égal. Que l'on se souvienne de moi, que l'on oublie mon existence, moi dans la neige à l'étranger, après tout ça m'est bien égal. J'ai grandi dans la servitude et c'était chez des étrangers. En esclavage je mourrais. Sans voir les larmes de mes proches, de ma vie ne restera pas la moindre trace, pas de signe dans notre valeureuse Ukraine, dont la terre n'est pas à nous. Il y a déjà, Irina Dmitrichine, l'idée du territoire, de la terre qui nous appartient et qui ne nous appartient plus. Tout à fait. Ce poème vient du cycle au casemate, donc il est arrêté, il est emprisonné à la forteresse Pierre-et-Paul à Saint-Pétersbourg, et il écrit une demi-dizaine de poèmes dont certains parlent de l'Ukraine, de ce paradis perdu, de cette patrie, et ce poème-là est déjà un poème de programme, puisque dans la deuxième partie que nous n'avons pas lue, il dit bien que ça lui est égal, mais son propre sort lui est égal. Mais ce qui ne lui est pas égal, c'est le sort de l'Ukraine, et que ce pays puisse être englué dans ce servage, dans ce manque de liberté, et qu'il ne s'en sorte pas. Ça lui tient à cœur d'éveiller ce pays, et qu'il retrouve sa liberté et la pleine jouissance de son territoire. André Markovitch, on avait à cœur évidemment de lire des extraits de l'œuvre de Chevtchenko, œuvre que vous qualifiez de titanesque dans les genres les plus divers. Il y a énormément de choses, depuis la chanson populaire, dites-vous, jusqu'à l'épopée, le poème lyrique, oui, la satire la plus mordante. C'est très varié. Hein. Mais c'est ça qui est absolument extraordinaire avec lui, c'est qu'il n'a pas un style, il a et pas une langue, mais une vingtaine de styles, une vingtaine de langues, et il est extraordinaire dans chaque genre. Voilà. Alors, cette œuvre, évidemment, elle est titanesque, vous l'avez dit, et on va le dire dans un instant, elle n'est pas très connue, pas très bien connue en France. En tout cas, notre lectrice... Pas très bien connu. On va en parler dans un instant. Avant, André Markovitch, je voudrais qu'on écoute Stéphanie, qui justement, l'une de nos lectrices, a découvert l'œuvre de Chevtchenko il y a quasiment un an.
J'ai découvert la poésie de Taras Shevchenko au moment de la guerre en Ukraine, donc il y a quasiment un an. J'ai aimé trouver chez lui la force d'un héros, c'est-à-dire un personnage capable de s'engager entièrement de toute son âme, de tout son esprit, de tous ses mots pour son pays et pour la cause qu'il défend, c'est-à-dire la liberté avant tout et la lutte contre la barbarie. C'est un personnage tout à fait étonnant parce qu'il fut d'abord révolutionnaire et puis romancier et poète et peintre également. Il a fait de la prison, il a eu des périodes d'exil et chaque fois, il trempe sa plume dans une époque trouble et tragique et ses textes se teintent d'un certain registre épique, ce qui fait que sa poésie est un flambeau dans la noire nuit. Notre âme ne peut pas mourir, la liberté ne meurt jamais. Ce sont vraiment des mots très forts et qui incarnent le combat de l'Ukraine pour la liberté. Notre âme ne peut pas mourir. André Markovitch, c'est le titre de l'anthologie des plus beaux textes de Shevchenko qui est paru en 2022, que vous avez fait paraître en 2022 aux éditions Segers. C'est pas moi qui l'ai fait paraître. En tout cas, vous avez écrit la... Non, c'est pas moi. Moi, j'ai fait la préface. En fait, c'est une édition, c'est une anthologie qui est parue en 1964. Qui avait été publié à l'époque chez Segers, dans la collection Poètes d'aujourd'hui. Et à ma grande stupeur, quand les éditions Segers m'ont demandé d'écrire une préface à une réédition de ce livre, après l'agression russe, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quasiment le seul livre, pas disponible, il était épuisé depuis longtemps, mais existant, sur l'œuvre de Shevchenko. C'est-à-dire que c'est un continent englouti complètement. Parce que ce petit livre, bon, il ne donne que des extraits, il ne peut pas donner autre chose. Et les traductions, c'est les traductions de Guy Vic, donc faites voilà, au début des années 1960. Et le choix, essentiellement, a été fait par des écrivains ukrainiens soviétiques, Maxim Rylsky en particulier. Et en fait, le livre était subventionné, je ne sais pas si vraiment subventionné, mais enfin publié, sous l'égide du Parti communiste français et en fait du Parti communiste de l'Union soviétique. Voilà. On va parler de la traduction dans un instant parce que c'est aussi très, très important. Avant un saut sur le site babilio.com, notre partenaire avec vous, Pierre Croze, on parle de Notre âme ne peut pas mourir. Oui, alors évidemment, sur Babilio, comme en France, en général, il était assez peu connu avant la guerre et la publication de certains de ses poèmes. On a de nombreuses critiques sur le recueil Notre âme ne peut pas mourir, toutes positives, même si évidemment l'actualité colore la lecture de ces poèmes. C'est une découverte merveilleuse et inspirante pour quelques-uns. Et à la lecture des poèmes, certains ont fait des parallèles avec Victor Hugo. Cette écriture sert un combat politique clair à la manière d'un Hugo dans Les Châtiments. Et c'est là que réside l'intérêt de cette lecture. Il évoque ainsi tout le passé, toute l'histoire d'un peuple, celui de l'Ukraine. Même si certains lecteurs ont préféré les poèmes les plus personnels, parce que ça a été évoqué, l'œuvre est titanesque, il y a une grande diversité, et ben c'est parfois les textes les plus personnels qui ont été préférés des lecteurs. J'ai pour ma part préféré les poèmes sur la prison, sur l'exil. On sent une telle ferveur pour l'Ukraine, son pays, qu'il ne peut retrouver qu'épisodiquement. Évidemment, impossible de lire ces textes aujourd'hui sans penser à la situation actuelle. Si Taras Shevchenko savait que la démocratie durement acquise de son pays est menacée, il en serait ravagé. Alors je ne sais pas si vous, c'est une question que je peux poser peut-être aux deux invités, est-ce que vous aimez tout de ces textes? Est-ce que vous avez aussi une préférence peut-être pour un aspect ou un autre de son œuvre? Irena Mitrichin. C'est effectivement un poète romantique et on trouve chez lui cette verve. Peut-être les lecteurs français manquent de quelques clés pour comprendre donc la puissance et l'importance de ces poèmes replacés dans leur contexte et la façon dont ces textes sont vécus et perçus est toujours d'actualité dans l'Ukraine d'aujourd'hui. Bien évidemment, Shevchenko a une œuvre multiple. Il y a des poèmes lyriques, il y a des textes bibliques, il y a ces textes de combat. Ce qui les réunit, c'est quand même cet impératif éthique, ce refus absolu de l'injustice, quelle qu'elle soit, cette soif de liberté et de justice. Et j'avoue
que je peux ouvrir le volume de Kobzar à n'importe quelle page et trouver à chaque fois quelque chose qui m'interpelle et qui me plaît. Donc je ne peux pas dire que j'ai des préférences, mais effectivement, il y a des poèmes d'amour, des poèmes sur l'amour de la patrie, du village, de la mère, puisque c'est un orphelin qui a manqué de cet amour maternel et qui a fait tout un cycle sur la femme ukrainienne, la mère, etc. Donc Shevchenko parle aux Ukrainiens dans toutes ces dimensions et à toutes les époques. Vos œuvres préférées, André Markovitch? Je ne pourrais pas dire, parce que, en fait, je dois le dire, moi je le connais assez mal. Je le connais pas tellement par les traductions françaises, mais par les traductions russes. Parce que Shevchenko était un des poètes ukrainiens les plus traduits, disons, un des rares poètes ukrainiens toujours traduits et toujours lus. Et moi, comment dire, je lis pas ou peu l'ukrainien. Je lis par les traductions. Et de fait, les poèmes lyriques me semblent absolument extraordinaires. Et avec cette chose en plus, c'est que quand Nicolas Ier a fait enfermer Taras Shevchenko, et puis qu'il l'a fait enrôler de force dans l'armée, il interdisait qu'il écrive et qu'il dessine. Et il y avait un ordre, je crois, personnel de Nicolas Ier, ce qui est finalement, quand on y réfléchit, assez incroyable. Mais ce qui dit aussi l'importance de Shevchenko, déjà à l'époque, un ordre de Nicolas Ier pour qu'on le surveille et qu'on lui interdise d'écrire et de dessiner. Shevchenko a toujours écrit et dessiné en même temps. Et d'ailleurs, il n'a pas écrit que en ukrainien. Son journal, il l'a écrit en russe. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont Shevchenko écrivait, trouvait le moyen de quand même d'écrire, essentiellement par cœur, sur des petits bouts de papier, et comment il gardait tous les textes. C'est-à-dire, c'est une espèce de lutte au quotidien contre la tyrannie. Voilà. Un mot, André Markovitch, sur ce rapport de la France à ses poésies. Irina Dmitrichine disait il y a un instant, il nous manque peut-être des clés pour comprendre ce qui est raconté. Et ça explique peut-être ces 40, 60 années où il ne s'est rien produit, où rien n'a été publié en France sur ce poème, sur ce poète-là. C'est un manque de curiosité de notre part? C'est un manque de curiosité, pas simplement sur Shevchenko, et pas simplement sur la littérature ukrainienne, qui était, et je dois dire est encore malheureusement quasiment inconnue en France, mais c'est sur, comment dire, l'absence de curiosité en général sur toutes les littératures, comment dire, moins connues. Je ne peux pas dire moins importantes, mais moins connues, de l'Europe et du monde. Et la langue n'est pas une barrière, d'ailleurs, puisque vous dites, André Markovitch, que Gilvik a traduit Shevchenko sans connaître sa langue. Alors racontez-nous comment il a fait, expliquez-nous. Ça, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec des linguistes, des spécialistes. Ça, c'est une chose que Gilvik faisait d'une façon régulière. Et que plein d'autres poètes ont fait. En fait, voilà. L'essentiel, c'est pas tellement de connaître la langue, c'est de travailler avec quelqu'un qui non seulement connaît la langue, mais qui est capable d'expliquer les arrière-fonds, qui est capable d'expliquer le jeu des sonorités, la forme. Sachant qu'à ce moment-là, en 1964, Gilvik avait pris la décision de ne pas respecter entièrement la forme. Taras Shevchenko, dans la plupart de ses textes, rime. Et quand Irina Dmitrichine a lu quelques extraits, on a entendu la beauté formelle de cet extrait finalement tout simple. Et Gilvik, qui par la suite, dans ses autres traductions, allait toujours essayer de respecter la structure sonore des textes qu'il traduisait. Et c'est un extraordinaire traducteur. A décidé par exemple, de sacrifier la rime, donc c'est-à-dire en gros le chant.
Avant de rentrer dans Kobzar, donc ce premier recueil, un mot, Irina Dmitrichine, puisqu'on parle de la langue. Shevchenko écrit en ukrainien, en russe aussi. Il a joué un rôle très important dans l'unification de la langue ukrainienne. Il a d'ailleurs même créé un alphabet ukrainien, c'est ça ? Alors, il a effectivement parachevé la jonction entre la langue parlée et la langue littéraire. Il a démontré, un des premiers à démontrer que la langue ukrainienne était propre à exprimer des hauts sentiments, que ce n'était pas juste une langue paysanne. Et par la suite, lorsqu'il revient de son exil, lorsqu'il lui est interdit d'aller en Ukraine, lorsqu'il n'a pas vraiment la possibilité d'écrire, il se met en tête d'éduquer le peuple, de diffuser la parole, et donc il s'initie à l'ère de la gravure, de l'eau-forte, qui permettait donc de diffuser en série, en grande échelle. Et il a créé cet alphabet, mais à l'époque on écrivait plutôt à la phonétique, et donc la codification de la langue va se poursuivre. Mais donc la référence shevchenkienne est importante dans la codification de la langue ukrainienne. Alors le premier recueil s'appelle Kobzar, ce qui fait référence aux chanteurs populaires ukrainiens qui justement diffusaient ces récits et ces chants quasiment. On va en parler parce que c'est intéressant. Sur le site babelio.com, il y a une remarque sur justement l'accès à ces textes, Pierre Croze. Oui, on a une critique qui date de quelque temps avant la guerre, de Kobzar. Le plus grand problème, alors c'est une critique qui est très positive, je le précise, mais elle indique une raison peut-être pour l'absence de reconnaissance de l'auteur dans le monde. Le plus grand problème avec Kobzar est que Shevchenko écrivait uniquement sur l'Ukraine et pour les Ukrainiens. L'opinion générale est qu'il n'existe aucun lien entre l'œuvre de Shevchenko et la littérature mondiale. Les éditeurs ne prétendent pas toujours le contraire. Peut-être quel est votre avis sur la question, sur le lien, la place de Shevchenko dans la littérature mondiale? Est-ce que ça a évolué depuis peut-être la guerre justement? Bien, c'est l'avantage et le problème des poètes nationaux, c'est qu'ils expriment l'âme du peuple, et à l'époque où Shevchenko écrivait, au XIXe siècle, ce qu'il préoccupait, c'est le sort de ce peuple et le sort de ce pays. Donc il écrivait en ukrainien pour le peuple ukrainien. Il a beaucoup œuvré, puisque c'était son rêve, à l'unité slave dans l'égalité, c'est-à-dire que l'Ukraine soit dans la grande famille à égalité avec les Polonais, les Tchèques, etc. Donc, il est difficilement traduisible, puisque la poésie est difficile à traduire, mais je pense que lorsqu'on regarde l'histoire ukrainienne et la téléologie ukrainienne, l'identité ukrainienne qui est en pleine formation à l'époque, on doit pouvoir lire Shevchenko, l'analyser et le voir au même titre que Mickiewicz en Pologne, par exemple. Donc c'est un auteur qui exprime pleinement ce que représente l'Ukraine et l'âme ukrainienne. André Markovitch, il utilise dans ce premier recueil de poèmes des récits historiques, des contes populaires, des légendes qui sont transmis par tradition orale, et il va les mettre sur écrit. Il va rencontrer un franc succès à ce moment-là. Ça fait pas. C'est un mouvement qui existe dans toute l'Europe, qui définit le mouvement romantique. C'est de retrouver, ce qu'on appelle justement à l'époque l'âme des peuples, l'expression naturelle, originelle, etc. Bon. Comme je viens de le dire, je doute qu'il existe une âme des peuples. Mais bon, en même temps, en Hongrie, il y avait des poètes comme Sándor Petőfi, partout. C'était ça. Et je ne pense que pas du tout que ce soit un obstacle à faire connaître Shevchenko. Il faut le traduire. Par exemple, il est traduit en russe. Et je pense que chaque lecteur russe connaît et apprécie Shevchenko. Voilà, il faut le traduire. Irina Dmitrichine.
Je voudrais juste préciser que Kobzar est ce barde itinérant et donc l'Ukraine qui n'avait plus d'existence étatique, c'est justement cette tradition orale qui remplaçait à la fois la mémoire historique qui permettait à l'Ukraine de traverser ces siècles et de ne pas se perdre dans l'ensemble où elle se retrouvait dans l'ensemble dominateur russe. Donc c'est cette identification avec ce chanteur populaire, ce barde populaire, qui était importante pour Chevtchenko, puisqu'il s'identifiait à cet anonyme issu du peuple qui va transmettre l'histoire et chanter le futur du pays rêvé et qui comme une façon de le faire advenir. Le soleil s'en va, les monts s'obscurcissent, l'oiseau se tait, le chant devient muet, le proche repos réjouit les gens, et moi je regarde, et mon cœur s'envole vers un jardinet sombre dans l'Ukraine. Et je m'envole et rêve. Pendant ce temps, mon cœur trouve la paix. Le champ devient noir, noir les bois, les monts. La première étoile apparaît au ciel, l'étoile, et les larmes tombent. Oh, t'es-tu levé en Ukraine aussi? Là-bas, les yeux bruns te recherchent-ils aussi dans le ciel, ou bien ils oublient? S'ils ont oublié, qu'ils s'endorment donc, et sur mon destin qu'ils ne sachent rien. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Et on se plonge toujours dans l'œuvre de Taras Shevchenko, ce poète ukrainien, avec Irina Dmitrichine, traductrice historienne, et avec André Markovitch. André Markovitch, vous vouliez réagir évidemment sur cette idée du patriotisme ukrainien aussi de... Non, c'est pas simplement sur ça. C'est le fait que c'est une tradition très ancienne de l'Europe tout entière. En fait, le barde populaire aveugle, si vous voulez, ça remonte à Homère. Hein. Et dans le romantisme, c'est quelque chose qui est très très connu dans l'Europe entière, depuis Ossian. La différence, c'est que par exemple, il y a à peu près au même moment que le Kobzar en Ukraine, il y a par exemple en Bretagne la ville marquée, qui est un noble légitimiste, écrit un Barzaz Brei, c'est un chant de Bretagne qu'il réinvente complètement, qui est une supercherie totale, au nom de valeurs idéologiques, conservatrices, anti-révolutionnaires, alors que Shevchenko écrit réellement dans le mode populaire. Et très souvent, j'ai l'impression, on ne sait pas si c'est des chansons populaires qu'il a entendues ou des chansons populaires qu'il a écrites. Et il mélange toujours les deux. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'expression naturelle de la littérature, du folklore et des procédés de la littérature littéraire, folklorique. Alors, c'est un conteur d'une écriture savante et d'une écriture populaire. Alors c'est un conteur, on l'a dit, mais c'est aussi évidemment presque un homme politique. On a envie de dire Irina Dmitrichine, parce que c'est lui évidemment qui va faire se sentir certains Ukrainiens ukrainiens. Et ça depuis qu'il a commencé à écrire en fait, et jusqu'à tous les épisodes récents évidemment. Alors 1917, la révolution en Russie, bien sûr, il est déjà un symbole qui fédère les peuples. Et puis plus récemment, 2004, la révolution orange. 2013-2014, la révolution sur la place Maïdan à Kiev, et puis aujourd'hui, l'invasion de la Russie en Ukraine. Il est encore un symbole, un visage de ces moments de politique très forts. Tout à fait, parce que sa poésie, en fait, s'applique, on trouve toujours dans ses poèmes des lignes qui correspondent au moment de la vie politique ukrainienne. Il a été effectivement en 1917, au moment des révolutions ukrainiennes, a été récupéré par tous les camps, c'est-à-dire aussi bien les rouges que les pro-ukrainiens l'ont porté sur leur drapeau. L'époque soviétique, ne pouvant pas le faire exclure, s'est emparée de son œuvre, et il faut dire
convenait parfaitement à l'idéologie soviétique parce qu'il était issu du peuple, parce qu'il était contre le tsarisme, etc. Donc, toutes les parties pouvaient trouver quelque chose à récupérer chez Chevtchenko et son écriture qui était essentiellement anti-tsariste, anticolonialiste pour la liberté des peuples, dans les moments révolutionnaires de l'Ukraine, tels que 2004 ou 2014, trouvait les échos. Et donc en 2014, c'est surtout les 4 lignes du poème Caucase, qui est un poème donc écrit au moment où la Russie conquiert le Caucase, et Chevtchenko, à la différence de beaucoup d'autres poètes, notamment russes, s'est révolté contre cette conquête et a exprimé sa solidarité justement avec ces peuples qu'on est en train de conquérir, tout en leur faisant croire qu'on leur apporte la civilisation dont ils auraient eu besoin. Et les 4 lignes qui ont été portées sur tous les drapeaux en 2013-2014, c'était « Luttez, vous vaincrez », Dieu vous vient en aide, avec vous, la gloire, la vérité et la sainte liberté. Et à cette époque-là où les forces ukrainiennes, enfin les mouvements ukrainiens n'avaient pas de force, mais il avait avec lui la vérité et la liberté. Et c'est en cela que les paroles de Chevtchenko trouvent à chaque fois un écho. Alors qu'on est en train de s'interroger, évidemment en Ukraine en ce moment, et d'ailleurs on ne s'interroge pas puisqu'on a retiré quasiment tous les auteurs russes des bibliothèques aussi pour montrer, enfin en tout cas on essaie de moins les mettre en avant pour mettre en avant la littérature ukrainienne. Alors dites-moi si je me trompe, mais la question c'était plus, est-ce qu'aujourd'hui on continue de le lire? Est-ce qu'aujourd'hui il est utilisé comme un ciment fort de l'identité ukrainienne? Il est toujours présent, il y a une récupération visuelle, si vous voulez, parce que de toutes les manières, tout le monde connaît Chevtchenko, on l'apprend à l'école, tout le monde a son Kobzar, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de souligner puisque ça fait partie de nous. En revanche, on a vu cette utilisation iconographique de Chevtchenko depuis le Maïdan, lorsqu'il était sur les barricades, lorsque aujourd'hui on le voit en treillis avec l'arme à la main, lorsqu'on l'a vu habillé en léopard il y a quelques semaines au moment où on attendait donc la livraison des chars léopards, etc. Donc Chevtchenko est cette icône véritablement, puisque tout le monde connaît ce visage, on n'a pas besoin de l'expliquer, en quelques traits, on sait très bien à quoi on fait référence. En ce qui concerne la littérature russe, ce qui se passe en Ukraine, c'est une façon de se réapproprier l'espace, de se demander, non pas d'attaquer la littérature russe, mais de se demander pour quelles raisons en Ukraine il y a, par exemple dans la ville de Kiev, il y avait 6 monuments Pouchkine. Est-ce que ce n'était pas Pouchkine qui était célébré, c'était la présence impériale, donc la supériorité culturelle imposée par le centre, par Moscou, à l'époque tsariste et à l'époque soviétique, qui est questionnée. Donc on est à l'époque de la relecture de ce rapport ukraino-russe, à la lumière bien sûr de cette agression. Et ce serait évidemment intéressant de continuer à retraduire Chevtchenko, j'imagine, André Markovitch. En un mot, vraiment, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut une nouvelle traduction de ces romans pour les faire découvrir aux Français? Mais il faut tout traduire. Après, sur ce qu'Irina vient de dire sur la littérature russe et le rapport de la littérature russe en Ukraine, il faudrait parler pendant des heures. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas... On enlève les statues, C'est pas ça qui changera quoi que ce soit. Merci beaucoup André Markovitch d'avoir été avec nous à distance. Je rappelle votre essai « Et si l'Ukraine libérait la Russie » aux éditions du Seuil. Et vous avez préfacé donc ces éditions Segers qui ont publié ce recueil de poèmes de Taras Shevchenko. Ça s'appelle « Notre âme ne peut pas mourir ». Merci à vous, Irina Dmitrichine, d'être venue dans ce studio. Je rappelle que vous avez co-dirigé « Hommage à l'Ukraine » aux éditions Stock. Et on retrouvera d'ailleurs sur la page Instagram du Book Club la note de Carola qui nous a parlé de ce livre. Et je rappelle aussi que vous avez dirigé la revue Slovo consacrée à Taras Shevchenko, hommage au poète ukrainien. Merci à Pierre Croze de nous avoir accompagnés en ce vendredi de notre partenaire babelio.com. Dans un instant, on écoutera ensemble l'épilogue de ce book club. Donc, mais avant, à 13h24, sur France Culture, on accueille Mathias Sénard pour ses Incipit qui s'interroge comment raconter sa propre histoire. Comment commencer ses mémoires? Cette question hante, je le sais, non seulement les grandes et grands de ce monde, mais aussi tout un chacun ou toute une chacune.
Comment débuter donc nos mémoires, avec la noblesse qui convient à ce genre, sans doute un des plus prestigieux de la langue française? Posons la question au mémorialiste en chef, au grand siècle en perruque et dans la Pléiade. J'ai nommé Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, né en 1675 à Paris et décédé au même endroit en 1755. Les mémoires de Saint-Simon, on le sait, sont un des chefs-d'œuvre de la langue française, l'apex du XVIIIe siècle, le siècle des mémoires. Comment commencer donc ces mémoires lorsqu'on est le duc de Saint-Simon? Comme ceci. Je suis né la nuit du 15 au 16 janvier 1675 de Claude, duc de Saint-Simon, père de France, et de sa seconde femme Charlotte de l'Aubépine, unique de ce lit. De Diane de Budos, première femme de mon père, il avait eu une seule fille et point de garçon. Il l'avait mariée au duc de Brissac, père de France, frère unique de la duchesse de Villeroy. Elle était morte en 1684, sans enfant, depuis longtemps séparée d'un mari qui ne la méritait pas, et par son testament m'avait fait son légataire universel. Je portais le nom de Vidame de Chartres, et je fus élevé avec un grand soin et une grande application. Ma mère, qui avait beaucoup de vertus et infiniment d'esprit, de suite et de sens, se donna des soins continuels à me former le corps et l'esprit. Ne cherchons pas midi à 14 heures. Le duc de Saint-Simon commence simplement par le commencement, c'est-à-dire par sa naissance et son éducation. Il convient d'établir sa haute noblesse, ce titre de vidame de Chartres qu'il porte et la formation qu'il reçut de sa mère, mens sana in corpore sano, le corps, l'esprit. Mais ces mémoires, si elles commencent bien par les lignes que je viens de lire, n'en comportent pas moins un préambule, une introduction, qui, elle, débute ainsi. L'histoire a été dans tous les siècles une étude si recommandée qu'on croirait perdre son temps d'en recueillir les suffrages, aussi importants par le poids de leurs auteurs que par leur nombre. Le prologue, et pensez-y avant de vous lancer dans l'écriture de vos mémoires, est le lieu où Saint-Simon se confronte au pourquoi de l'écriture mémorielle, l'histoire. Être utile à l'histoire, explique Saint-Simon, c'est savoir mettre de l'ordre dans le chaos des événements, c'est expliquer les causes et les conséquences des actions des personnages. C'est ce qui rend nécessaire, nous dit-il, de découvrir les intérêts, les vices, les vertus, les passions, les haines, les amitiés, et tous les autres ressorts tant principaux qu'incidents des intrigues, des cabales et des actions publiques et particulières qui ont part aux événements qu'on décrit, et toutes les divisions, les branches, les cascades qui deviennent les sources et les causes d'autres intrigues et qui forment d'autres événements. Le mémorialiste est donc un historien, un peintre du bien comme du mal qui l'entoure. À votre tour de prendre la plume. Eh bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Mathias Hénard. Les Incipit à réécouter sur franceculture.fr et sur l'application Radio France en cette dernière émission de la semaine. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui organise, prépare le Book Club. Oriane Delacroix, Zora Vignet, Jeanne Grappard, Didier Pinault et Alexandre Alaïbegovic. C'est Thomas Beau qui réalise l'émission et à la prise de son ce midi, Étienne Rouche. On se retrouve tout le week-end sur le compte Instagram du Book Club Culture et sur notre page internet également. franceculture.fr. On attend évidemment toutes vos impressions de lecture, vos avis, vos commentaires sur la programmation de la semaine prochaine que vous retrouverez dans quelques instants sur le compte Instagram du Book Club. Et comme c'est vendredi et comme c'est la fin de l'émission surtout, on va se quitter avec l'épilogue du jour monté comme tous les jours par Thomas Beau. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими, і неоплаканий своїми в неволі плачучи умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі.